Bonjour à toutes et tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. C'est Frédéric Coirier, le PDG du groupe Pujula, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. 26 minutes pour comprendre les grands enjeux de ce leader européen des conduites cheminées, mais aussi du bois énergie, un acteur aux multiples visages. Mais d'abord, je reçois Thibault Lacombe, fondateur de Calendar, avec ce zoom sur Climate Vision, une solution qui permet de produire et d'analyser rapidement des projections climatiques afin de sécuriser les infrastructures. Le zoom RSE de notre émission sera consacré à Prologistique France, qui est un acteur engagé de la logistique. Il sera aussi question de la gestion des DLC, les fameuses dates limites de consommation. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Jappé Médical, des exosquelettes pour lutter contre les fameuses TMC et notamment les douleurs lombaires. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Sébastien Guyot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de CF Group France. Alors avec vous, on va parler, c'est plutôt pas mal en ces temps de pont du mois de mai, de piscine et de traitement de l'eau, puisque évidemment le groupe CF Group est un groupe important. Vous, c'est une filiale française. Peut-être quelques mots aussi pour présenter ce groupe. Oui, tout à fait. Donc moi, je dirige les activités françaises de CF Group. Donc on est une ETI, donc entreprise de taille intermédiaire, industrielle, familiale et européenne. Notre siège est à Stuttgart. La société est dirigée par Cédric Mayer-Klang, notre CEO. Voilà, on fabrique des produits, des équipements de piscine. On fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a à peu près un peu plus de 1000 collaborateurs, dont la moitié en France. Et combien de pays? Plus d'une quarantaine, j'ai cru lire ça. Alors, on distribue dans plus de 40 pays, mais on est implanté physiquement dans une quinzaine de filiales en Europe. Alors, vous parliez des piscines, ça c'est vraiment un sujet qui est important, surtout quand on parle aussi d'enjeux environnementaux. Alors, est-ce que vous estimez qu'il y a un regard qui a changé, qui a évolué en fait sur la piscine? Oui, depuis ces derniers temps, on voit un petit peu des signaux faibles comme un pool bashing, un piscine gate. Donc, il y a les enjeux sur l'eau, mais au final, une piscine, ça consomme 15 mètres cubes d'eau en moyenne par an. Et quand on considère l'eau virtuelle, on dit dans le secteur que c'est l'équivalent d'une côte de bœuf ou de 1 à 2 jeans par an. Puisque... C'est pas mal de faire des équivalents. Oui, en fait, l'enjeu sur l'eau, parce que c'est un cycle, c'est pas tant la consommation, c'est comment on transfère une eau grise, qui est une eau de reuse, en une eau bleue, qui est une eau de qualité potable. Et donc, tout l'enjeu est là, en fait. Donc, ça veut dire que vous travaillez là-dessus. Quand je parlais aussi de traitement de l'eau, c'est vraiment en lien avec la piscine. Exactement. On a développé, par exemple, un produit qui s'appelle Purity, avec Saint-Gobain, qui est une membrane céramique. Et elle nous permet de récupérer une eau verte, qui est une eau de récupération d'eau de pluie, ou une eau grise, qui est une eau de réutilisation, et la transformer en eau bleue, qui est une eau de qualité potable. Une fois que j'ai cette qualité d'eau-là, je peux re-remplir ma piscine, mais aussi arroser mes espaces verts, mon potager, ou renvoyer sur les usages sanitaires, par exemple, de l'habitation. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous réfléchissez à l'échelle de la maison. C'est une maison avec piscine, on va dire, qu'on va rendre durable. C'est ça. Le projet chez CF, c'est de démontrer qu'une maison avec piscine est plus éco-responsable qu'une maison sans piscine, et transformer... Ça va donner envie à certains. Voilà, transformer les piscines et cet objet en infrastructure climatique, et démontrer qu'on peut en faire un coffre-fort à eau et à énergie au bénéfice des enjeux environnementaux. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous travaillez avec Saint-Gobain. Vous avez quand même une équipe de R&D assez importante parce qu'il faut travailler beaucoup là-dessus et évoluer en fait sur les innovations. Oui, tout à fait. On a une quarantaine d'ingénieurs R&D qui développent tous ces produits-là. Et l'idée, c'est de préparer, entre guillemets, les relais de croissance de demain avec une piscine toujours plus vertueuse et au service des enjeux environnementaux. Alors, vous parliez donc réduction de l'eau. Il y a des enjeux aussi sur l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement tout autour d'une piscine en termes d'innovation, Sébastien Guyot? Tout à fait. On a un produit qui s'appelle Powerbank, qui est une pompe à chaleur hybride. Elle est à la fois aérothermique et géothermique, ce qui est vraiment innovant. Et par exemple, quand vous devez chauffer votre maison l'hiver, plutôt que prendre les calories dans l'air, où l'air est à 0 degré la nuit, on vient prendre les calories dans la piscine, puisqu'on a une eau à 7-8 degrés. Nous, on met un volet, une couverture solaire, et donc on profite du rayonnement du soleil pour chauffer l'eau. Et en fait, on a un chemin énergétique beaucoup plus court à chauffer la maison avec la piscine. Et dans l'autre sens, là, vous parliez bientôt des ponts du mois de mai, il va falloir climatiser les maisons. Et au lieu de relarguer les chaleurs fatales dans l'air,
comme une climatisation classique. En fait, on récupère cette énergie et on vient chauffer les piscines avec, et ce qui évite de mettre une pompe à chaleur piscine. Comme ça, on fait des échanges intelligents entre la maison et la piscine. Et ça peut se faire, j'allais dire, vous avez déjà votre maison, vous construisez une piscine, ça peut s'associer, on n'a pas besoin, j'allais dire, de faire les deux en même temps? Alors, Ou c'est encore complexe? Non, c'est pas très complexe, on met une machine au lieu d'en mettre deux, c'est-à-dire au lieu de mettre une pompe à chaleur piscine et un système de chauffage maison, vous avez par exemple une chaudière à gaz, avec un DPE, un diagnostic performance énergétique que vous voulez améliorer. Au lieu de passer sur une pompe à chaleur classique aérothermique, vous prenez un power bank, et ce power bank-là va aussi chauffer la piscine et faire des échanges d'énergie, et vous apportez 30% d'économie par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle. Donc du coup, vous améliorez aussi votre classement DPE pour changer de lettre, pour pouvoir après relouer ou revendre le bien. Exactement. Alors, quand même, au niveau du coût, vous l'avez évoqué, il y a un retour sur investissement. J'imagine quand même que le coût de départ est peut-être évidemment plus important qu'une piscine classique. Est-ce que, pourquoi pas, enfin, dites-le moi. Et évidemment, il faut l'expliquer et faire de la pédagogie sur ce sujet. Exactement. On a été sélectionné à Change Now pour présenter ces solutions-là. Donc, c'est de l'innovation. C'est ce gros événement qui avait lieu au mois de mars et qui met en valeur tous les acteurs, évidemment, de la transition écologique. Alors, au départ, il y a un surcoût, mais comme vous achetez qu'une machine au lieu de deux, et si vous devez faire ces investissements, par exemple, pour moderniser votre système de chauffage maison, au final, le coût est quand même raisonnable, et il y a un ROI sur l'énergie. Et ensuite, quand on parle de Purity, sur l'eau, c'est difficile de faire un ROI, parce qu'en France, le mètre cube d'eau coûte 4 à 5 euros. Coûte pas très cher. Par contre, on peut démontrer qu'il y a un ROI sur le coût du manque d'eau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'eau, vous avez acheté une piscine, vous ne pouvez pas la remplir ou pas l'utiliser. Si vous avez un potager, vous ne pouvez pas l'arroser. Et donc, du coup, là, il y a entre guillemets un bénéfice important à redonner la souveraineté en mode local à l'utilisateur qui peut, comme ça, profiter de son eau. Alors, on va parler de cette entreprise et cette ETI, parce que c'est important aussi de parler d'emploi, évidemment, en la matière. Mais vous avez commencé à parler du sujet, on va un peu l'évacuer, la question de l'eau. On sait bien, on parle beaucoup, évidemment, des questions de stress hydrique. On le voit en France. Parfois, il y a des réductions l'été. Et les piscines sont souvent montrées du doigt. On a quand même aussi la ville de Rennes, qui est la première ville à décider de limiter drastiquement la taille des piscines privées. Est-ce que ça, vous le comprenez, ou finalement, il y a une méconnaissance de ce que peuvent être les piscines? Je pense que c'est un peu strict. Je pense que l'eau, c'est un cycle et que de toute façon, il y a une tendance à la miniaturisation des bassins. Mais si ces bassins peuvent être au profit de l'habitation pour stocker l'énergie ou stocker de l'eau, je pense qu'à terme, avoir une réserve d'eau de 30, 40, 50 mètres cubes chez soi disponible pour gérer les pics de stress hydrique, puisque l'objectif, c'est de la récupérer quand elle est disponible, pendant les saisons de pluie, la stocker, la filtrer pour pouvoir la réutiliser. Donc là, l'idée, c'est de redonner de l'indépendance en mode local, pas tout confier sur une gestion centralisée de l'énergie ou de l'eau, pour redonner de la souveraineté aux consommateurs ou aux hôtels d'ailleurs, parce que c'est des solutions qui s'appliquent très bien aussi pour la partie hôtellerie. Voilà, comme quoi on voit que quand on peut innover aussi dans les piscines, on peut évoluer sur ces sujets environnementaux. Alors pour ce qui est de l'emploi, l'emploi industriel aussi, puisque vous disiez c'est aussi une ETI avec une forte empreinte finalement en France. Vous avez combien de structures? Alors en France, on a 7 sites. On est implanté à Rennes, à Bordeaux, à Avignon, à Lyon, à Mulhouse, à Saint-Jean-de-Maurienne, un peu partout. Et donc on a 500 emplois industriels qui chacun génèrent 4 emplois indirects. Donc l'industrie pour nous c'est très très important. Et comme on a notre siège qui est en Allemagne, on peut comparer avec les ETI allemandes. Et il y a 3 fois plus d'ETI en Allemagne qu'en France. C'est ça. Et en France, elle génère, et en moyenne, une ETI allemande est 2 fois plus grosse qu'une ETI française. Et on voit qu'en France, c'est 3 millions d'emplois. Donc si on développait ce tissu qui génère des emplois en région, on peut imaginer l'impact sociétal et économique pour le gouvernement. Et c'est des sujets qu'on évoque aussi souvent, parce qu'on a parlé de la semaine de l'industrie, on est revenu beaucoup sur les études, où finalement il y a un regard parfois assez négatif sur l'industrie que l'on ne connaît pas. Est-ce que vous arrivez à attirer des métiers? D'ailleurs, c'est combien d'emplois? 500 à peu près 500 emplois sur le territoire français en tout cas. Vous arrivez à attirer, on va dire, les plus jeunes vers ces métiers-là? Justement aussi, le côté vertueux d'avoir une stratégie environnementale, c'est aussi d'attirer les plus jeunes. On a été invité par la BPI à Global Industrie pour présenter notre projet de transformer les piscines en infrastructures climatiques. Et le but du jeu, c'est entre guillemets de reverdir un petit peu l'image de l'industrie, montrer qu'il y a des solutions qui génèrent de l'emploi en région, qui permettent de se développer en région, tout au service des enjeux
des impacts environnementaux et sociétaux. Et vous envisagez potentiellement, j'allais dire, de continuer à vous développer en France, ou j'allais dire c'est un marché qui est encore compliqué comme vous êtes ailleurs dans d'autres pays? C'est le premier marché d'Europe, la France, avec 3,5 millions de piscines privées. En Europe, on a un terrain de jeu de plus de 10 millions et on joue aussi bien sur le parc existant que sur les constructions nouvelles. Et donc le marché européen, c'est notre focus numéro 1. Aujourd'hui, on fait 300 millions de chiffre d'affaires sur ce marché-là. Et il y a encore énormément à faire pour se développer. Et si un jour, notamment avec l'aide de Saint-Gobain, puisqu'on a signé une exclusivité monde, on peut sortir du territoire, du continent européen pour aller vers l'Asie ou vers les Amériques. Je pense que c'est une piste de progrès aussi à moyen terme. Et vous parliez de vos innovations. J'imagine que vous n'arrêtez pas en matière de R&D. Il y a déjà d'autres choses, j'allais dire, sur lesquelles vous réfléchissez? Oui, tout à fait. Sur ces 4 dernières années, on a développé 12 brevets, vraiment sur la piscine de demain. Et aujourd'hui, on a toutes les solutions qui ne sont pas encore sur le marché, mais on travaille. Et les 2 premières sont Purity et Powerbank. Et on va continuer comme ça à apporter des solutions concrètes pour changer un petit peu le paradigme sur l'objet. Et plus être vu comme un consommateur d'eau et d'énergie, mais comme un fournisseur d'eau et d'énergie. Et ça, j'allais dire, du côté des clients, ils commencent à le percevoir. Vous voyez qu'il faut encore faire de la pédagogie? Il faut faire la pédagogie, c'est aussi pour ça qu'on passe dans Smart Impact, pour expliquer, ou dans ces salons-là qui ne sont pas des salons métier piscine. Mais on voit que quand on a lancé la landing page de Powerbank, en 24 heures, on a eu 50 demandes de renseignements, de leads. On a presque été obligé de suspendre parce qu'on voit qu'il y a un vrai enjeu chez les particuliers ou chez les hôteliers, énergétique, de pouvoir convertir cet objet-là en quelque chose de plus bénéfique. Et ben voilà, on va avoir un regard maintenant différent, peut-être quand on va regarder les piscines et voir si justement ce sont vos piscines qui peuvent faire évoluer le sujet sur les questions environnementales. Merci Sébastien Guillot, de CF Group France. On va passer maintenant au débat RSE et on va dévoiler le partenariat entre les grandes écoles et la Convention des entreprises pour le climat. Dans ce débat RSE, zoom sur la CEC Monde Académique. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Élodie Binois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la co-pilote de la Convention Monde Académique dont j'ai parlé de la CEC. Alors c'est vrai que la CEC, on en parle très régulièrement. On a eu récemment encore une invitée, Anne-Catherine Péchineau d'EasyCash, qui a suivi évidemment tout le parcours. Mais c'est quand même bien de rappeler un peu les enjeux. Oui, donc la Convention des entreprises pour le climat, elle est née en 2021 du fait de se dire qu'il y avait une nécessité d'entraîner la bascule du monde économique. Donc c'est un ancien dirigeant de Michelin, Éric Duverger, qui a créé cette association, donc une association d'intérêt général, qui a pour vocation de proposer des parcours de transformation à des dirigeants, initialement des dirigeants du monde économique. Moi, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis copilote de la Convention Monde Académique parce qu'on est parti du constat que pour faire cette bascule du monde économique, il était nécessaire d'embarquer le monde académique, le monde de la formation dans cette aventure et dans ces réflexions. Et bien, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, ça a été lancé en début d'année. Je n'ai pas encore présenté notre autre invité qui est Gilles Vandeux-Caveille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs. Alors, quelques mots aussi pour présenter cette école. Brièvement, parce que c'est une école d'ingénieurs qui est implantée sur 7 campus en France et 7 campus à l'international, bientôt 8, plutôt dans l'hémisphère sud d'ailleurs. D'accord. Et on forme des ingénieurs généralistes. Et elle a été créée en 1898. Ah oui, ça c'est des écoles c'est une grande dame, voilà. Une grande dame qui est aussi en pleine mutation. Alors, je disais, c'est vraiment une étape supplémentaire, on va dire, dans la stratégie de transition aussi de ce monde académique. Quels sont les objectifs concrets de cette convention qui a été lancée en début d'année, Élodie ? Les objectifs concrets, c'est d'apporter un nouvel élan à un certain nombre d'initiatives qui sont incontestables dans le monde de la formation. Donc la spécificité de la CEC Monde Académique, c'est qu'on adresse le monde de l'enseignement supérieur, des grandes écoles, des universités, mais également la formation continue, des acteurs de l'insertion, des institutions publiques, des entreprises, des étudiants. C'est tout un écosystème qu'on embarque sur les sujets de formation pour se dire qu'il y a déjà, depuis un certain nombre d'années, des actions qui ont été implémentées, notamment par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a des directives, des recommandations, des schémas directeurs, tout un tas d'actions. On pourra
revenir dessus, qui ont été lancés. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le constat est qu'on a encore des freins. Les dirigeants de ces différents établissements de formation ont des freins à surmonter pour pouvoir véritablement enclencher la transition écologique dans leur établissement et proposer in fine à leurs étudiants, aux professionnels qui sont déjà dans un parcours professionnel, de vraiment être outillés face aux crises qu'on a aujourd'hui, environnementales, sociales, sociétales. Donc, alors je veux bien que vous le détailliez justement, parce que finalement ça marque une nouvelle étape, mais comme vous disiez, on ne part pas non plus de zéro. Qu'est-ce qui a été fait précédemment et quel virage on a envie de prendre? On peut constater qu'il y a eu une année charnière vers 2022-2023 où il y a un certain nombre de rapports qui ont été émis, des rapports ministériels. Il y a également eu des rapports indépendants, des mouvements de la société civile, des associations aussi qui ont vu le jour. Et du coup, donc, d'un point de vue ministériel, il y a eu le rapport Jouzel-Abadi, qui est vraiment le point de départ de bon nombre d'actions. Et d'ailleurs, Jean Jouzel et Luc Abadi sont les parrains de la Convention Monde Académique. Et donc, ils ont émis ce rapport à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a permis de proposer un certain nombre de recommandations sur les formations, sur la gouvernance, sur les enseignants et sur un certain nombre de compétences qui sont absolument nécessaires pour la transition écologique. Et à partir de ça, il y a le ministère qui a également mis en place un plan climat-biodiversité qui donne des directives, des recommandations et qui a permis d'instaurer les schémas directeurs de développement durable pour les différents établissements de l'enseignement supérieur, et donc qui incontestablement a permis d'enclencher un certain nombre d'actions auprès des grandes écoles et des universités du monde de l'enseignement supérieur. C'est aujourd'hui, donc on a en gros le premier cycle aujourd'hui qui est en action sur ces sujets-là, avec un cycle de formation d'une trentaine d'heures qui est proposé pour le premier cycle, donc jusqu'en licence 3. Donc ça a permis d'enclencher ces actions au niveau des établissements. On a également des enseignants, des étudiants qui se sont appropriés ces enjeux-là, qui ont mis en place des innovations pédagogiques, un certain nombre d'actions. Et puis je parlais aussi de rapports indépendants. Donc on a le Shift Project qui a émis des rapports sur la finance, sur Climat Sub Business, sur les ingénieurs également. On a des initiatives au niveau du campus de la transition, un certain nombre aussi de référentiels qui ont vu le jour en France, aussi au niveau européen. Et on a également au niveau des étudiants, c'est vraiment innombrable. Il y a beaucoup de choses qui se font. On va arriver après évidemment à cette convention qui va faire passer une étape supplémentaire, mais on l'a entendu avec ce que vous avez dit. Il y a quand même déjà du côté des enseignants, du côté des étudiants, des approches. Justement, Gilles Van de Caveille, vous, dans cette école d'ingénieurs, qu'est-ce qui vous a intéressé? Déjà, peut-être nous raconter, vous déjà, il y a peut-être une sensibilité du côté des enseignants et des étudiants à ces sujets-là. Et aussi, j'allais dire en deuxième question bonus, pourquoi rejoindre aussi cette convention Monde Académique? Alors nous, à l'ICAM, on parle d'écologie intégrale et c'est effectivement, ça transperce toutes les activités, celle de la formation bien sûr, c'est un vecteur du changement qui est hyper important. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une promotion monde académique qui a été mise en place. Mais c'est systémique. Et nous, on s'y intéresse depuis 2016. Il y a eu l'appel du pape, Laudato aussi. Et ensuite, on l'a fait effectivement par petits bouts. Et puis est arrivé le Covid. Et l'après-Covid, en 2022, nous, de manière très structurante, on a un projet qui nous a permis d'être voté en conseil d'administration et de nous emmener sur une voie beaucoup plus structurante. Donc on a fait plein de choses et à un moment donné, on arrive à un plafond de verre. On est en train de travailler sur tous les sujets et la CEC, c'est vraiment pour moi, pour nous, et je pense pour tous les établissements qui font de la formation, c'est un changement d'échelle. Ça permet de se connecter à d'autres acteurs qui sont aussi dans cette démarche et qui à un moment donné arrivent un peu au max. On a traité les différents sujets, on essaie de relier les choses et se relier, voilà, Edgar Morin, il faut se relier ensemble pour attaquer un sujet qui est une problématique globale qu'on a tous à affronter. Et effectivement, la formation, et c'est ce qui a été dit à la première session, au tout début, moi ça m'a marqué, je le savais, mais c'est bien de se l'entendre dire aussi par l'équipe de la Convention Entreprise Climat, c'est qu'on est des acteurs importants de ce changement. On est en train de former, nous typiquement à l'ICAM, cette année on rentrera des ingénieurs qui vont sortir en 2031. Je vous renvoie un peu aux chiffres qu'on attend en 2030 sur l'impact carbone. Et en fait, voilà, le changement c'est maintenant. Et il faut vraiment
On a parlé de transition, ça fait des années qu'on parle de transition. Là, c'est de la transformation, et c'est une transformation systémique. Donc, il faut se relier, il faut se connecter ensemble avec des gens qui savent très bien le faire. L'équipe de la CEC, elle nous entraîne. Et puis, on vient se connecter aux autres acteurs du monde de la formation qui veulent aussi changer, quoi. Alors, il y a une feuille de route type, finalement, aussi, Élodie. Qu'est-ce qu'elle va représenter, finalement, pour un établissement hein, comme celui-ci et beaucoup d'autres. D'ailleurs, vous avez une idée du chiffre aussi. Vous parliez de tas d'horizons différents, on va dire, du nombre de structures embarquées dans cette convention. Alors, dans la convention monde académique, on a une trentaine de structures qui sont embarquées, donc ça veut dire une cinquantaine de dirigeants et également des étudiants. On a une douzaine d'étudiants qui font partie de cette convention. C'est vraiment la spécificité de ce qu'on propose aussi, parce que ça nous paraissait être évident que si on adresse les enjeux de formation, il faut aussi embarquer les personnes qui finalement sont intéressées par ces sujets de formation in fine et qui vont être outillées pour leur futur parcours professionnel. Au niveau de la Convention des entreprises pour le climat, c'est aussi 1500 organisations qui sont déjà passées par ces parcours. Donc, il y a toute une communauté de ce qu'on appelle d'alumni qui vont venir aussi créer de la coopération avec ce qui va être initié au sein de cette convention monde académique et qui vont permettre aussi de créer ce pont entre monde économique avec tous ces alumni qui ont participé à des parcours précédents et puis ces acteurs du monde académique qui sont en train de travailler là sur l'année 2026 sur tous ces sujets. Et peut-être juste en rebond à ce que disait Gilles, nous vraiment ce qu'on propose c'est un espace de coopération. Oui. Donc pour revenir à tous ces constats que j'ai posés et puis ils sont innombrables sur ce qui a déjà été enclenché au niveau de l'enseignement supérieur et du monde de la formation, c'est qu'aujourd'hui il y a une nécessité de coopérer davantage entre tous ces acteurs. Et c'est pour ça que nous on propose cette diversité, c'est de se dire il y a des actions qui ont été enclenchées au niveau de l'enseignement supérieur, mais des actions avec la formation continue, les acteurs de l'insertion et puis venir lever un certain nombre de freins, de verrous systémiques qui ont été identifiés dans le secteur. Il y a besoin de le faire, il y a besoin de le faire en collectif. Et c'est ça ce qu'on propose. Et depuis 1 an et demi, nous, on travaille, donc ça se construit. Tout ça, là, ça va être sur l'année 2026. Sur toute l'année précédente où on a rencontré des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde de la formation, il y a un certain nombre de points qui aujourd'hui demandent à être réfléchis, co-construits ensemble. Et par exemple, c'est de se dire aujourd'hui comment on fait en sorte d'intégrer les enjeux de la transition écologique dans toutes les disciplines, au-delà de former au premier cycle. Comment on fait en sorte de former les formateurs, mobiliser les enseignants sur tous ces sujets. Comment créer de l'employabilité, de l'attractivité. Comment créer ce fameux pont entre monde académique et monde économique. Bref, il y a plein de questions qui demandent à être soulevées et solutionnées à travers cette convention. Alors, je vais vous faire réagir justement Gilles Van de Caveille, parce que est-ce que vous avez vu, vous déjà, qu'il y a encore un besoin finalement de former beaucoup les enseignants quand même sur ces sujets-là, déjà dans un premier temps ? Il y a un besoin d'accompagner la prise de conscience qui est déjà là. Et effectivement, ça passe par de la formation, mais pas seulement. Ça passe par le fait, encore une fois, de se relier, de ne pas se sentir tout seul face à un problème qui est assez impressionnant. Et puis, ça impacte nos approches. Nous, on implique 3 étudiants dans la convention entreprise climat. On est parti avec 3 étudiants. Je vous assure qu'on est tous rentrés de la première session reboostés. Ça discute. On essaye déjà d'aller un peu plus vite que la musique. Mais ce qui est important, c'est de donner l'élan et d'accompagner. Après, on va aussi inventer des nouvelles choses, je pense. C'est pas qu'une question de formation. C'est un changement de paradigme. C'est vraiment une façon de voir peut-être la formation différemment, de voir la relation avec les étudiants. On a même des parents, nous, qui se sont manifestés après qu'on était dans la convention entreprise climat, parce qu'eux l'ont connu dans le monde économique avec leur employeur. Donc voilà, je pense qu'on est en train de construire ces petits ponts et j'espère qu'on parlera plus de ponts, mais on sera simplement interconnectés et le mouvement se fera de manière, encore une fois, systémique. Donc l'idée, c'est finalement de décloisonner. Ça veut dire qu'avant, vous travailliez peut-être chacun les uns et les autres en silo et que l'idée, c'est de créer justement des alliances, de la coopération ? L'idée, c'est d'inventer le monde de demain. Avant, on travaillait pour un système qui était organisé de cette manière-là et qui permettait de faire ce qu'il fallait faire pour le système de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, nous, ICAM, on veut inventer une ingénierie sobre, responsable, systémique. Donc, il faut remettre en question beaucoup de choses et il faut être en capacité d'accompagner la jeunesse à se questionner et à prendre des décisions de manière très différente, de manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus globale. Et donc oui, ça impacte le contenu, ça impacte la façon de faire, ça impacte la façon de réfléchir et ça impacte aussi toutes les parties prenantes qui sont engagées.
Alors le temps file vite pour parler aussi d'un sujet qui passionne. Peut-être en quelques mots, on a parlé d'une première session. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les premières étapes? C'est sur une année, c'est ça? C'est sur une année, c'est sur l'année 2026 et c'est vraiment un momentum. Cette convention, elle a pour but de réunir un certain nombre de décideurs qui sont partants pour participer à cette aventure et justement trouver des solutions, des pistes d'action ensemble et faire émerger des projets de coopération. Donc c'est vraiment l'objectif qu'on a sur toute cette année 2026. En effet, on a déjà réalisé une première session sur le campus d'HEC, c'était début mars. Et là, on est en train de se diriger vers la session numéro 2 qui aura lieu à Centrale Lyon le 21 et 22 mai. Et on est encore en possibilité d'accueillir des structures. Ça, c'est important de le dire parce qu'on a déjà un collectif d'une trentaine d'organisations qui sont partantes, qui ont déjà vécu cette première session et Gilles en faisait partie. Et si on a la possibilité là, de faire grandir ce collectif pour avoir plus d'impact, voire plus loin et faire grandir ce mouvement, c'est essentiel. Donc on est en capacité là de faire ce pont entre cette session 1 et cette session 2 pour des décideurs d'organisations du monde de la formation qui souhaiteraient nous rejoindre dans cette aventure et finalement se dire qu'ils veulent eux aussi prendre part à ce mouvement. Eh ben, en tout cas, on invite à regarder ça de près, hein, ces mondes académiques pour aller toujours plus loin. Vous l'avez dit, les portes sont encore ouvertes, donc il faut continuer à avancer plus que jamais sur ces sujets. Merci à tous les deux et on passe au grand entretien. Je reçois Thierry Mozal, le PDG d'Otego. Prêt pour l'impact, c'est la question que nous posons tous les jours à une personnalité qui compte dans notre économie. Aujourd'hui, je reçois Thierry Mozal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Otego. Alors, j'avoue, pour tout vous dire, que j'ai découvert aussi votre entreprise en travaillant le sujet, on va dire, spécialiste des matériaux souples et textiles techniques haute performance destinés à la protection évidemment des hommes, mais aussi des machines, des installations industrielles. Vous êtes vraiment un acteur mondial. Mais alors, de quoi parle-t-on justement quand on parle de ces matériaux et de ces textiles techniques? On parle d'abord d'une centaine de personnes passionnées sur les tissus techniques. Ça c'est clair. Et sur la question précise sur les produits, on est sur ce qu'on appelle les tissus techniques, ou on peut appeler ça aussi des composites souples, qui permettent de construire des avions, qui permettent de protéger les hommes, de traverser un feu de forêt, de se battre contre les flammes. Ça, c'est pour la partie pompier. C'est aussi, et en tout cas pour nous, protéger les ouvriers dans les fonderies. C'est ce qui nous amène un peu loin en termes de business. Et tout ça se nourrit beaucoup de notre savoir-faire français et européen dans les tissus, dans la soierie, par exemple. Voilà, donc ça c'est important aussi, évidemment une part de R&D dont on parlera. Et vous-même, ce secteur-là, vous y êtes depuis un certain temps, on va dire? Moi, je suis né peut-être que je suis un passionné, comme les équipes avec moi, une formation d'ingé dans les tissus techniques et les matériaux, et puis une volonté de créer de la valeur dans ce domaine d'activité et au sein d'Otego. Au sein d'Otego. Alors, toujours quelques chiffres qui sont importants à préciser. Donc, 30 millions de chiffre d'affaires, 100 collaborateurs, 85% du chiffre d'affaires réalisé à l'export. Donc, c'est quand même évidemment important. Une production 100% française, ça se souligne aussi. Présence dans plus de 100 pays, plus de 3000 clients industriels dans le monde. Donc, on va dire que c'est une belle réussite aussi au niveau mondial. Hein. Merci. Le point central de tout ça, on dit souvent effectivement que le savoir-faire d'Otego, c'est une histoire et un mariage lyonnais. C'est une histoire lyonnaise parce qu'elle vient effectivement des soyeux lyonnais, et un mariage parce que c'est le mariage des tissus et de la chimie d'une manière générale qui se trouve à Lyon. Ça c'est le point. Mais tout ça serait impossible si on n'était pas à l'écoute de nos clients. Et c'est ce qui a aujourd'hui amené notre entreprise à acheter des produits en Europe, à produire en France. Mais il y a vraiment une volonté d'être customer-centric, avec des clients qui sont sur la zone Americas, des clients qui sont sur la zone Europe, et des clients qui sont sur la zone Asie. Et on est vraiment dans l'écoute du client. On a un pilier de croissance qui s'appelle la glocalisation. Oui, on va en parler. Vous parlez de glocalisation. Alors, c'est le mélange du global et du local. Pourquoi employer ce terme? C'est à la fois, on va dire, dans une offre locale au plus proche du client, tout en réfléchissant à une vision, on va dire, globale du marché, c'est ça? C'est travailler d'abord des gammes. On travaille des gammes pour des marchés, avec des besoins marchés. Et aujourd'hui, si on veut protéger un ouvrier qui est en Chine, chez China Steel, par exemple, c'est des sociétés qu'on visite et qu'on protège, en tout cas les collaborateurs, et une société
au Brésil, chez Rio Tinto, a le même besoin. Donc en fait, c'est des gammes qu'on produit en France pour un besoin global, mais il faut aussi écouter le client avec nos équipes. Et donc, il y a cette action locale. On viendra certainement sur la notion impact. Bien sûr, c'est aussi tout l'objet de cette interview, mais c'est bien de parler avant du business, bien sûr. Évidemment. Et en tout cas, par l'écoute du client, avec l'humilité qu'on doit mettre, avec l'expertise qu'on a, on a développé cette activité à l'international. Et vous aimez bien mettre en avant la notion de capital humain aussi. C'est central, le capital humain chez nous. Un mot qu'on évoque souvent chez nous, c'est un mot qui n'est pas très, très joli en anglais, mais qui s'appelle la congruence. Oui, vous aimez bien employer ce mot. Et la congruence, c'est quoi? C'est d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et quand on est aligné, on prend d'abord beaucoup de plaisir. On est beaucoup plus efficace. Et surtout, si on le fait collectivement, on travaille aussi plus l'écoute de l'autre. On travaille aussi son sixième sens, parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on a des KPI, mais d'écouter l'autre dans un monde qui est imprévisible, c'est extrêmement important. Et donc si on est déjà dans l'écoute de soi par la congruence, on peut développer et anticiper les besoins. Alors justement, vous avez dit, on va parler d'impact, et à la fois environnemental et sociétal, puisque vous avez une démarche qui s'appelle Otego Lead. Alors quand on l'entend comme ça, on se dit c'est quoi? C'est un mot anglais, mais derrière tout ça, il y a loyauté, équité, accompagnement et décarbonation. Alors d'un côté, en fait, loyauté, équité, c'est plutôt du social, c'est ça, et le reste, c'est plutôt de l'environnemental, on peut dire. C'est exactement ça. C'est si on prend le donut que vous connaissez, on a la partie sociétale et c'est la dimension humaine et c'est la loyauté et l'équité là-dessus. On est en train de développer du mécénat de compétences qu'on évoquera, j'imagine, un peu plus tard. Et le A et le D, c'est... en tout cas, nous, on le mesure par l'impact carbone, pour décarboner nos fabrications et nos produits. Et là-dessus, on a fait des bilans carbone, scope 3, amont, aval, en 2019, en 2023. Et on s'est très vite aperçu d'ailleurs sur la décarbonation qu'après avoir fait le bilan carbone, on n'était pas épuisé, mais c'était là que ça devait commencer. Bah oui, donc, il ne suffit pas de faire un bilan et de mesurer, il faut calculer sa trajectoire. Donc depuis l'année dernière, on a plugué un logiciel sur notre ERP qui nous permet à chaque fois qu'on a une action, à chaque fois qu'on met une nouvelle matière première, nouvelle fabrication, de regarder si on est sur une trajectoire de décarbonation comme on l'a prévu sur notre cap 2030. Ça, c'est la partie D. Oui. Mais il y a la partie A qui est extrêmement intéressante. Le A, c'est l'accompagnement de nos clients pour les aider à décarboner. Et là, ça nous amène à proposer de l'économie circulaire, de développer des nouveaux business et plutôt des business serviciels. Oui, ça, on va y arriver tout à l'heure à ce sujet-là. Et ça, c'est le A. Ouais, ça, c'est le A, exactement. Alors justement, pour quand même mieux comprendre, vous avez commencé à le dire, sur le volet social, vous avez parlé de mécénat de compétences. Qu'est-ce que vous mettez globalement, on va dire, en place? On est cofondateur d'une chaire sur l'économie circulaire qui s'appelle l'ITEC, en lien avec une école d'ingénieurs ITEC qui est à Lyon. On est cofondateur, qu'on n'est pas seul. On est avec la SNCF, Chanel, donc la bagagerie, et une société lyonnaise qui s'appelle Embaliso. Et par cette chaire, on regarde dans quelle mesure on peut aussi incuber des start-up ou des business à impact et après proposer à nos collaborateurs du mécénat de compétences pour les faire grandir sur la partie RH ou sur la partie finance ou sur la partie internationale, parce que quelque part, c'est un sujet pour nous qui est une expertise assez forte à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas le faire seul, on souhaitait le faire au sein d'un collectif, et le collectif, c'est la chaire. De travailler ensemble. Vous pourriez envisager aussi de l'intrapreneuriat aussi, puisque vous parlez de mécénat de compétences, finalement aussi de faire grandir un petit peu vos équipes autour de ces sujets? Oui. Alors, le programme n'est pas lancé pour le coup, celui-ci, mais en tout cas, toute personne, toute société, toute entité qui veut créer de la valeur, et en plus, encore plus de la valeur à impact, il y aura une écoute forte. En France, mais pas qu'en France. Le mécénat de compétences, on peut aussi l'imaginer en Inde. On a nos équipes en Inde qui souhaitent aussi prendre un peu de leur temps, ou beaucoup de leur temps, pour accompagner des sociétés locales pour développer le business à impact. Et alors, il y a déjà, on va dire, de cette incubation et de cette chaire, on va dire, des projets qui en sont sortis? On est au début. Ça fait 1 an que le projet, que la chaire existe. On a travaillé beaucoup dans l'accompagnement sur des marqueurs forts,
qui sont la reverse logistique, qui sont comment on peut tracer un produit. Il ne suffit pas de travailler la reverse logistique, mais c'est aussi comment on peut marquer un produit, comment on peut tracer un produit, comment on trace un liquide. Oui. Comment on trace on le trace en mettant, par exemple, de l'ARN, de l'ADN, pour pouvoir le tracer. Donc tout ça, il y a aussi de la R&D derrière à ce niveau-là. Et pour rester sur l'économie circulaire, vous disiez tout à l'heure que vous accompagnez vos clients. Comment vous les accompagnez aussi sur ces sujets qui montent en puissance ? L'enjeu derrière, il est pas qu'en France. Bien sûr que l'Europe, la France est un laboratoire au niveau de la circularité, au niveau du business à impact. On va peut-être légiférer dans certains cas, ça peut aider, ça peut aussi à un moment de figer les choses. Mais le point, à mon avis, au niveau de l'humanité sur la planète, parce que c'est pas la planète le sujet, c'est l'humanité sur Exactement, la planète. Oui, parce que la planète sans nous, elle va aller très très bien. Elle va aller très très bien. Eh ben, c'est la Chine. Comment on peut, avec beaucoup d'humilité, influencer l'impact en Chine. Et on a nos équipes sur place, en Inde, aux États-Unis, et j'en reviens. On fait des séminaires aujourd'hui où on accompagne nos clients pour leur expliquer comment ils peuvent fabriquer avec un impact plus faible au niveau carbone. C'est des séminaires qu'on anime avec d'autres partenaires qui sont souvent locaux. Souvent, on associe ce développement d'économie circulaire ou de reverse logistique, j'ai en tête à Chennai, en Inde par exemple, avec des partenaires, on l'associe avec un ROI économique. Donc effectivement, en face de nous, on a 200 personnes. Est-ce qu'ils viennent sur la partie ROI économique ? Est-ce qu'ils viennent sur la partie impact ? On ne sait pas. Mais en tout cas, on associe... Après, tous les deux sont liés. C'est pas parce qu'on est entre guillemets dans des engagements environnementaux qu'on ne peut pas être rentable. Au contraire, c'est bien l'objet. Il faut associer les deux. Il faut associer les deux. Et vous qui avez une vision justement globale, vous parliez de la Chine, vous parliez de l'Inde, vous parliez des États-Unis, sur ces sujets. Alors on dit souvent que la Chine, il faut la regarder de près parce qu'elle est vraiment... elle est en train d'y aller, quoi. Les États-Unis, c'est plus compliqué en ce moment ? Les États-Unis, c'est très déséquilibré en fonction des zones. Ouais. Je reviens de Caroline du Sud, où là, pour le coup, le sujet existe. Le sujet est moins sur la partie peut-être énergétique, mais probablement sur... on travaille avec nos clients pour qu'ils fassent moins de déchets. Et le déchet, il y a un poids carbone, mais le déchet, il y a un poids aussi économique. Bon, c'est entre les deux. Entre les deux. Alors, on aime bien aussi avoir une citation dans cette émission. Et vous dites « Qui voit l'invisible est capable de l'impossible ». Merci de la reprendre. En revenant des États-Unis, j'ai lu un livre qui s'appelle Les bâtisseurs du futur de Esna Caillot, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et elle reprenait en fait cette citation, je crois chinoise. Voilà. Et finalement, ça dit quoi ? Ça dit que d'abord l'invisible, souvent l'invisible n'est pas caché. L'invisible, on le voit, mais l'invisible, il faut l'écouter. Il faut prendre le temps de sentir les signes faibles. Il faut développer encore plus, et en particulier pour les hommes, leur côté féminin. Souvent, on est dans un monde, aujourd'hui c'est d'actualité, on est dans un monde de testostérone, où derrière on veut convaincre, il y a des logiques. Alors que, oui, il faut se nourrir des KPI, mais à un moment donné, il faut aussi être dans l'écoute de l'autre. Et quand on est dans l'écoute, on voit les signaux faibles et on voit ce qui est en train d'arriver, ce qu'on peut appeler l'invisible, et surtout dans un monde qui est plus polycentrique. L'Occident n'est plus le centre du monde. Et donc, on a aujourd'hui des zones d'influence différentes, et si on arrive à les déchiffrer, à les anticiper, on est force de proposition pour ces zones. En tout cas. Alors c'est peut-être parce que vous avez écouté votre part féminine en vous. En tout cas, vous êtes en train de faire évoluer aussi vos métiers. Vous en parliez tout à l'heure en ayant acquis récemment le rachat de Calomatech, qui est un spécialiste de l'isolation thermique industrielle. Donc l'objectif, alors là, vous allez carrément dans les enjeux de déperdition énergétique des sites industriels. On va dire, mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans, si je puis dire ? C'est notre driver c'est notre driver Tegolide qui nous a amené à rencontrer Calomatech. On sent que si on veut travailler aussi du business à impact, il faut qu'on se rapproche du client final ou des clients finaux. Aujourd'hui, on est fabricant de matériaux, de se rapprocher des clients finaux, ça va nous permettre de comprendre leurs difficultés au niveau énergétique. Calomatech, c'est une société d'une 40aine de personnes qui est à Caen,
Le fondateur on garde le fondateur continue à créer de la valeur, il s'appelle Gwenaël. Merci. Et ils ont une expertise dans l'optimisation énergétique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un client souhaite optimiser son gain énergétique, il peut appeler Calomatech. Et Calomatech va lui dire à quel endroit on peut isoler une partie de ses machines qui peuvent être dans la pharma, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie. Et on peut, grâce maintenant aussi avec Otego, lui calculer le gain carbone qu'il va faire si à un moment donné, Calomatech l'accompagne. Et c'est l'enjeu de Calomatech aujourd'hui chez Otego, et on est aussi en train de regarder avec le dirigeant la possibilité de déployer ça à l'international. À l'international. Alors on a une question traditionnellement posée par l'invité de la semaine dernière, qui lui évidemment est dans le conseil, l'audit, c'est BDO France et son président du directoire, Arnaud Naudan, qui a une question à vous poser, on va dire avec sa casquette de conseil en entreprise. On l'écoute. Bonjour Thierry, tout d'abord félicitations pour vos accomplissements. Je comprends que vous êtes sur une trajectoire de croissance magnifique et donc bravo à vous et à vos équipes. Ma question, elle sera de fait un peu intéressée dans le sens où BDO France est un groupe de conseil et d'audit. Et donc dans le monde dans lequel on vit et face à la transformation des entreprises, que ce soit les ruptures technologiques, que ce soit l'environnement géopolitique, la transition et les risques climatique, comment est-ce qu'on peut, nous, entreprises de conseil, évoluer? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un groupe de conseil comme le nôtre? Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes nous transformer et nous améliorer pour répondre davantage à vos enjeux et être le plus utile pour l'ensemble de nos clients? Alors Thierry Moza, quel conseil vous avez envie de donner à une entreprise de conseil? Des conseils non, mais des remarques ou plutôt nous ce qu'on attend lorsqu'on travaille avec une société de conseil. Souvent ce qu'on voit, et en particulier à la société BDO, si j'ai bien compris, avec une vision très globale et très internationale, c'est qu'on peut avoir des experts au sein de ces sociétés-là. Et souvent, l'expert, il est à certains endroits. Il peut être en France, il peut être aux États-Unis. Et dans quelle mesure, à un moment donné, on peut généraliser ces expertises-là partout dans le monde? Je pense que c'est un des enjeux. Nous, on le voit lorsqu'on sollicite un expert en Asie, et finalement, la bonne personne, elle est peut-être dans un autre continent. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour une société comme la nôtre, souvent, quand on fait appel à du conseil, il y a de quelle manière, à un moment donné, le conseil peut se transformer en faire. Donc, il fait un conseil en faire. Parce que souvent, la bande passante, pour une structure comme la nôtre, est importante. Donc, comment on peut, ou BDO, et peut-être qu'ils le font déjà, se proposer être plutôt dans le faire et pas que dans le faire. Voilà, on va lui transmettre en tout cas votre réponse. Merci. Alors, le point commun que vous avez aussi, c'est que vous avez suivi, comme Arnaud Naudan, le parcours aussi de la CEC Entreprise dont on parle souvent. On a parlé juste avant aussi CEC Monde Académique, qui mène finalement à une réflexion globale sur l'évolution d'une entreprise à un horizon 10 ou 15 ans. Qu'est-ce que ça vous a amené en termes de réflexion? C'est un parcours qu'on a fait à deux avec une de mes collaboratrices qui s'appelle Frédéric. Ça a duré presque 1 an. J'ai envie de dire que c'était un espace qui était ni pro ni perso. C'était un moment où derrière, on prend le temps. On prend le temps, je sais qu'aujourd'hui, l'éloge de la lenteur, prendre le temps d'écouter, prendre le temps pour accélérer après derrière, mais prendre le temps d'écouter. L'urgence climatique, elle était encore plus évidente. C'est un mélange aussi d'experts et de témoignages. J'ai en tête un témoignage d'une brasserie lyonnaise qui s'appelle Christophe Fargier, qui était là et qui a témoigné. Et donc ça a été des belles rencontres, avec aussi des experts, qui pouvaient être aussi sur de la partie sociétale, philosophique, mais aussi extrêmement pointu sur des sujets techniques. Et en tout cas, ça a donné envie aussi de partager ce parcours avec des collaborateurs, et on a étendu en fait ce parcours à une quinzaine de collaborateurs chez Otego qui ont fait une session convention pour que derrière on puisse après en interne travailler là-dessus.
En même temps qu'il y avait la convention, on crée un comité RSE et ça a permis de densifier une feuille de route là-dessus. Oui, une feuille de route parce que vous avez un plan stratégique qui est CAP 2030, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce CAP stratégique ? Dans le CAP 2030, c'est de grandir en lien avec notre raison d'être. La raison d'être étant extrêmement importante pour nous parce que ça nous permet d'être encore plus congruents collectivement qu'on l'est aujourd'hui. Donc c'est dans quelle mesure on peut continuer à protéger les personnes, comment on peut protéger les machines, et tout ça avec un développement à impact. Et donc c'est l'objectif du CAP 2030, avec derrière dans quelle mesure l'entreprise Otego se transforme, et c'est en train d'être le cas aujourd'hui, en groupe. On a accueilli la société Calomatech dans le groupe. On a d'autres sociétés à impact qui vont rejoindre l'entreprise, et j'espère dès cette année. On a créé aussi une plateforme digitale pour accompagner des sociétés françaises à l'international. Et donc c'est tout ça le CAP 2030. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, vous êtes en train de faire évoluer votre métier de base. C'est pas trop complexe aussi et compliqué de se dire qu'on va aller vers d'autres choses. Vous basculez d'un modèle de production de matériaux souples, textiles, vers du service, vers un acteur industriel, on va dire, à une autre dimension. D'être centré sur le besoin du client, ça nous éloigne de notre expertise métier complètement. On est donc sur des projets un peu plus disruptifs et qui ont besoin de temps. Ouais. Et donc, cette notion de temps long, elle est centrale. Si on était sur un temps beaucoup plus court, on serait dans l'immédiateté et on ne pourrait pas transformer ou monter en compétences ou faire grandir les équipes sur des sujets disruptifs comme le digital. Et peut-être que vous pouvez le faire aussi parce que vous vous portez bien. En tout cas, on essaye d'être. On a une bonne dynamique et les résultats nous permettent effectivement de piloter nos stratégies sur du temps long complètement. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'innovation. Qu'est-ce que ça représente aussi, on va dire, la R&D chez vous en termes de chiffre d'affaires, de réflexion aussi sur ces sujets ? Parce que quand on travaille, j'imagine, ces textiles, il faut aussi pouvoir innover de façon constante. Finalement, Nathalie, c'est le R&D, innovation, c'est peut-être deux choses qui se complètent. Sur la partie R&D, en tout cas aujourd'hui, c'est à peu près 15% de notre activité, c'est lié à des nouveaux produits. Donc là, on est sur la partie très R&D, avec des docteurs en chimie, des ingénieurs en chimie, qui sont, et pour le coup, notre équipe R&D est dans le pôle sales et marketing chez nous, donc dans la partie marché et moins sur la partie industrie, parce qu'on est à l'écoute du client, cette notion de customer centric, qui est le mot qu'on utilise, centré client, si on peut le dire autrement, et centré aussi client du client, ça c'est extrêmement aussi important. Et dans l'innovation après, derrière, c'est aussi comment, autour de ces produits, on peut les rendre connectés, ou connectables, pardon, comment à un moment donné on peut être... développer du business serviciel, on revient sur des sujets à impact, mais c'est de l'innovation, parce que si on veut faire des produits qu'on va louer, parce que ce qu'on est en train de faire, il faut d'abord les tracer, c'est de la data derrière, et ça aussi c'est de l'innovation, c'est peut-être moins de la R&D produits ou matériaux, mais c'est de l'innovation également. Donc ça veut dire data, ça veut dire un appel à l'IA. Est-ce que vous travaillez aussi sur ces sujets d'IA ? Pas plus tard encore que ce matin, on avait une réunion pour mettre en place, alors il y a beaucoup de sujets autour de l'acculturation de l'IA. Ce qu'on voudrait surtout auprès d'Otego, c'est de structurer la démarche IA. Donc c'est le projet de cette année, en travaillant un hub IA au sein d'un hub IA Otego, avec un club d'IA maker au sein de l'entreprise. Avec l'idée, c'est d'ailleurs tout ça est piloté chez nous par le service RH. Et pas par le service IT, parce que c'est un état d'esprit qu'il faut appréhender avec des outils, bien sûr, informatiques. Ça veut dire que c'est un changement culturel aussi. C'est un changement culturel. Et ça, il faut l'accompagner par l'équipe ressources humaines. Et alors, vous parliez de location, ça veut dire que vous allez aussi vers des enjeux plus d'économie, de la fonctionnalité, de l'usage, dont on parle de plus en plus. Ça, c'est une réflexion que vous faites plus globalement ? C'est une réflexion, et c'est un peu plus qu'une réflexion. On a un produit aujourd'hui, on a un service qu'on apporte au musée. Lorsque le produit s'appelle FireGuard, c'est pas forcément le nom qui est important, c'est lorsque
un musée, lorsqu'un bâtiment public, il y a un incendie et que l'œuvre ne peut pas être déplacée, il faut la protéger. Et donc, c'est des produits qui étaient au départ développés, destinés pour les pompiers, pour protéger d'un feu de forêt. On a détourné l'application. On travaille depuis une dizaine d'années avec le Louvre, par exemple. Et de là, aujourd'hui, d'ailleurs, le produit, on est en train de le déployer notamment aux États-Unis depuis cette année. Et on s'aperçoit que finalement, le produit, aujourd'hui, il peut être acheté. Mais aussi, lorsque sur certains événements éphémères de collections privées, ils ont besoin de protéger l'œuvre, mais ils en ont besoin que sur une période. Exactement. Alors pourquoi l'acheter ? Et donc là, on commence un nouveau business model de protéger les œuvres par de la location. Et alors, quand on est un groupe aussi international que le vôtre, entre Chine, Inde, États-Unis, on peut préserver, on va dire, une spécificité et un savoir-faire à la française ? Je ne sais pas si on se positionne pas comme ça. On se positionne pas comme une posture française. Je sais qu'en Asie, une partie de nos clients pensent qu'on est japonais. Ah oui. Parce qu'on a commencé à travailler. Donc, voilà. Je me sens français, je me sens européen, je me sens français. Bien sûr, les équipes, pour une grosse partie à Lyon, voilà, on produit en France. Mais quand on a commencé à développer l'activité en Asie, on a commencé par le Japon. Et je sais qu'une partie de nos clients en Asie pensent qu'on est japonais. Donc, ils nous voient plus comme une société qui a une force d'écoute, une force de pugnacité. Il y a une de nos valeurs, alors le mot c'est persévérance, le mot en anglais c'est grit, si je dois le traduire autrement c'est la niaque. Et en tout cas, quand un client ou un client de client a un problème, on est à l'écoute. Et on se fait tout pour résoudre son problème. Et c'est presque ça le point majeur qui nous fait grandir, y compris à 9000 km de là. Exactement, et c'est une entreprise globale, on va dire, pour résumer. En tout cas, merci à vous de nous avoir fait découvrir Otego, parce que c'est vraiment un acteur industriel aussi qui est en transformation, en réflexion aussi autour de son modèle. Merci Thierry Moza et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à présent à la rubrique Smart Ideas. Vous allez retrouver pour l'occasion Thomas Hugues qui reçoit Tilda.